L'Observateur. Bonjour à tous. Monsieur le recteur, je voudrais aborder avec vous trois questions qui me semblent importantes. D'abord, la question de la refondation de l'islam de France, qui a lieu en ce moment. Ensuite, faire un peu un point sur l'islam et l'islamisme, une analyse, et ensuite un constat, quelles seront peut-être vos méthodes ou votre stratégie face à cet islamisme. Alors, donc d'abord, le 17 mars 2021, vous avez annoncé que la Fédération de la Grande Mosquée de Paris et 3 autres fédérations fondatrices quittaient le bureau exécutif du CFCM pour former un nouvel organisme de représentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ? D'abord, bonsoir et merci pour les organisateurs de m'avoir invité. La refondation de l'islam, d'abord, brièvement, depuis le début des années 80, on a essayé d'organiser ce qu'on a appelé l'islam de France. Donc tous les ministres de l'Intérieur, chargés des cultes, ont chacun de leur façon de faire, ont essayé de créer une instance qui pouvait représenter les musulmans en France. Et je crois que celui qui a le plus réussi, ça ne veut pas dire que les autres ont démérité, mais en tout cas celui qui a vraiment réussi, ça a été Jean-Pierre Chevènement, qui a eu comme, je dirais, règle de regrouper autour de la table l'ensemble des associations qui géraient le culte musulman, c'est-à-dire président d'association, gérant une mosquée, une salle de prière, etc. Et donc, c'est début des années 90 que cela s'est passé pour la création en 2003 de ce qu'on a appelé le Conseil français du culte musulman. Mais c'est vrai que c'était une organisation qui allait clopin-clopant, qui devait assumer plusieurs défis que nous lui avons lancés. Parce que, à un moment donné, même les pouvoirs publics ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire de cette représentation. Est-ce que c'était la représentation de tous ceux qui se considéraient comme, je dirais, des citoyens français ayant, je dirais, une origine arabo-musulmane, ou est-ce que c'était véritablement, simplement, la gestion du culte musulman? La Grande Mosquée de Paris était plutôt sur cette deuxième façon de voir, parce que nous estimions que le Conseil français du culte musulman avait pour simple but de mettre à la disposition des citoyens français de confession musulmane un lieu de culte décent pour qu'ils puissent, conformément à l'article notamment 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, assurer leur liberté religieuse. Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les pouvoirs publics se rendent compte de l'échec de vouloir absolument qu'il y ait une seule et unique instance qui représente les musulmans en France. Moi, je trouve ça complètement aberrant. Et nous le voyons aujourd'hui. Nous le voyons aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont initiés à la question de l'islam de France, combien de fois la Grande Mosquée de Paris a quitté la table du Conseil français du culte musulman? Je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Mon prédécesseur l'a fait peut-être 4 ou 5 fois. Mais moi, lorsque j'ai décidé de sortir, d'abord, j'ai donné les raisons et il n'était pas question de revenir dans cette organisation. Parce qu'en fait, notamment après l'assassinat de Samuel Paty, il fallait prendre les choses, je dirais, à bras-le-corps. On ne pouvait plus accepter ici en France de tuer. Alors tout à l'heure, on a parlé d'au nom d'Allah. Vous ne pouvez pas vous imaginer la double peine que nous supportons, nous, musulmans, parce que toute la journée, nous avons 5 prières quotidiennes, nous répétons une trentaine de fois Allahu Akbar, Dieu est grand. Et quand aujourd'hui, cette expression est devenue le cri de guerre des terroristes, c'est vraiment pour nous une double peine. Donc il faut arrêter d'abord ce déni. Et moi je dis au pouvoir public qu'il n'est plus question aujourd'hui d'utiliser, voire même d'instrumentaliser. Moi j'ai jamais compris pourquoi des membres du Conseil français du culte musulman ont été en Irak libérer des otages. Est-ce qu'on a demandé à la conférence des évêques de faire une opération politique à l'étranger? Nous avons été les seuls à être sollicités pour cela. Moi, je veux, aujourd'hui, depuis que je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris, je le dis avec beaucoup de fermeté, il n'est plus question d'instrumentaliser les musulmans de France. Je ne veux plus aujourd'hui qu'un musulman soit
mis en cause d'une manière ou d'une autre, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, peut-être beaucoup de gens ne le ressentent pas, nous sommes des citoyens français. Moi, je suis avocat depuis 35 ans, mais quand je dis je suis musulman, on me regarde légèrement de manière un peu suspicieuse, pour ne pas dire plus. Donc aujourd'hui, il faut que chacun assume ses responsabilités. L'État n'a pas à s'ingérer dans l'organisation de l'islam de France. L'État n'a pas à mettre autour de la table des islamistes et ceux qui sont républicains. Moi, je refuse ce genre de combinaison qui est en fait simplement pour dire nous avons une organisation. Ben, s'il y en a 3, s'il y en a 4, moi je m'assume. Aujourd'hui, vous parlez de la coordination. Nous avons démissionné pour une raison très simple, parce qu'il y avait une crise majeure à l'intérieur du CFCM, qui est en fait révélateur de l'état dans lequel se trouvait le CFCM. À la suite de l'assassinat de Samuel Paty, le président de la République nous a réunis, le président du CFCM et les 2 vice-présidents du CFCM, pour nous dire, voilà, je vais entamer une vraie guerre contre le séparatisme islamiste. Est-ce que je peux compter sur le CFCM? Le président et l'autre vice-président ont dit oui, moi j'ai dit non. J'ai dit ça suffit avec ce CFCM. Il y a 8 fédérations qui composent le Conseil français du culte musulman. Réunissez ces fédérations et vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez constater de visu ce que le CFCM peut cacher. Et en fin de compte, il a été question de créer un Conseil national des imams, mais auparavant, le président de la République nous a dit, attendez, quand vous venez dans mon bureau, vous me dites une chose, mais quand vous sortez, vous dites autre chose. Donc moi, je veux une charte des valeurs. Je veux que vous signiez un engagement, vous, fédération musulmane, que bien évidemment que les règles de l'islam et les règles de la République sont compatibles et que la loi de la République est supérieure à toute loi de Dieu. On est d'accord? On a fait cette charte. Cette charte a été extrêmement compliquée, en tout cas pour ceux qui voulaient mettre l'empreinte républicaine dans cette charte. Et nous avons été très loin dans cette charte. Sur les 8 fédérations, il y en a 3 qui n'ont pas signé. Ça donne bien la preuve qu'il y avait un problème de cohérence à l'intérieur du Conseil français du culte musulman. C'est les 3 qui ne sont pas avec vous en Bien ce sûr. moment. Non, aujourd'hui, nous, on est 4 dans la coordination. Donc, il y a... Ce schisme a été... Pardon. Ce schisme a été créé par le fait que certaines de ces fédérations n'aient pas voulu signer la charte. Absolument. Et puis, il y a eu des manœuvres. Moi, j'ai quitté d'abord une première fois au mois de décembre 2020 parce que, franchement, les règles de confiance pour rédiger ensemble une charte n'étaient plus réunies. Je me suis retiré. Par la suite, mi-janvier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous a de nouveau réunis et nous avons élaboré ensemble cette dernière mouture de charte. Elle a été présentée à toutes les fédérations, 3 ont refusé de la signer. Donc, nous avons été devant le président de la République, nous avons signé cette charte devant le président de la République, de mémoire le 18 janvier 2021. Aujourd'hui, moi, je considère que cette charte est un élément fondamental. C'est la première fois, je crois, dans tous les pays du monde, qu'une organisation de musulmans rédige ensemble une charte. Dans cette charte, qu'est-ce qui est prévu? Je sais que le temps est très court. Il y a 2 éléments essentiels. D'abord, le rappel des principes de la République de manière forte. L'égalité, tout à l'heure on a parlé, l'égalité femmes-hommes, c'est nécessaire, c'est important. Et l'islam est une religion qui n'a jamais remis en cause l'équilibre entre une femme et un homme. Bien au contraire, la femme, au moment de la révélation coranique, a été considérée comme un vrai sujet de droit. Jamais auparavant, ça n'a jamais été le cas. Enfin, jamais auparavant. Non, jamais auparavant, je le dis. Avant la femme, je vous invite à lire l'épître de Saint Paul, comment on traitait la femme dans cette religion. Je n'ai pas envie de faire de concurrence entre les différentes religions, mais la femme avait un patrimoine. Oui, vous faites ça ou pas, peu importe. Quand on dit les vérités, vous les acceptez pas. Mais quand on dit que les femmes se cachent derrière leur voile, vous êtes très content. Bref, moi je dis que la révélation coranique, vous pourrez me contredire, c'est fait publiquement. J'accepterai toutes les critiques, mais ça ne peut pas me faire de ce geste qui est à la limite un geste méprisant. Parce que j'en ai marre d'être méprisé. Récemment, on m'a encore traité de tous les noms. Vous ne savez pas ce qu'on risque, nous. Vous vous êtes assis dans votre fauteuil en me faisant un geste comme ça. C'est un geste normal que vous faites, monsieur ?
Alors, aujourd'hui, je considère que l'égalité homme-femme, elle est totale en islam. Elle a été dévoyée par l'islamisme. Et je veux faire aujourd'hui un distinguo entre islam et islamisme. L'islamisme, depuis des années, depuis des siècles, a véritablement sali, enlaidi notre religion. Aujourd'hui, moi, je veux me battre pour montrer la réalité de ce qu'est la religion musulmane. C'est ça l'essentiel. C'est très fort ce que vous dites, recteur. Et donc, donc vous exigez, par exemple, aujourd'hui, que les femmes puissent hériter comme les hommes dans les pays musulmans. Vous touchez un point essentiel, ça lui fait plaisir, le monsieur. Alors, l'héritage, il faut qu'on en parle. Il y a un verset coranique. Alors, là aussi, on fait une erreur parce qu'on a envie. On a envie de montrer que les musulmans, ce sont des gens anormaux, que cette religion ne sert à rien, qu'elle est misogyne. Quand vous prenez l'héritage, il y a un verset coranique sur l'héritage, on dit que la femme prend la moitié de l'homme. Ça y est, le problème est réglé. Il y a des imams dans la salle, il y a 37 combinaisons d'héritage à partir du décujus. Il y a sa mère, sa femme, sa fille, toutes prennent une part. Et quand vous faites le calcul des différentes parts qui sont réparties, eh ben, il s'avère que la femme, elle perçoit toujours plus que l'homme. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a le décujus, le père. Lorsqu'il a un garçon et une fille, effectivement, le garçon touche plus que la fille. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait le principe de la dot. Et c'était comme cela que ça se faisait il y a 14 siècles. Arrêtez aujourd'hui d'essayer de nous accabler sur un texte qui a été révélé il y a 14 siècles. Il faut aujourd'hui le contextualiser. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, en France, les musulmans, lorsqu'il y a un décès dans la famille, ils ne vont pas aller chez l'imam parce qu'il n'a pas le droit, l'imam, de faire l'héritage. C'est chez le notaire que ça se passe. Les musulmans sont des gens normaux. Comme tout le monde, ils vont chez le notaire quand il s'agit de l'héritage. Il peut faire à ce moment-là, bien évidemment, celui qui va mourir, il peut faire un document qui serait reconnu chez le notaire sans aucun problème. Aujourd'hui, dire que la fille prend la moitié du garçon, oui. Au niveau d'une fratrie, c'est tout à fait, à l'époque, considéré comme normal parce que la femme ne travaillait pas il y a 14 siècles. Non, mais là, on parlait de ce qu'il y avait dans le Coran. Après, c'est comment c'est appliqué aujourd'hui. Et donc, je voulais vous faire dire que vous étiez pour bien sûr. un héritage, une égalité totale. Voilà. Vous m'aviez parlé d'une phrase dans cette charte qui était très importante. C'était le fait de déclarer qu'il n'y avait pas de racisme d'État en France et que c'était une sorte de manière pour vous de trier le bon grain de livret, c'est-à-dire que, évidemment, les islamistes ou les fondamentalismes n'acceptent pas cette phrase-là puisqu'ils se sont réfugiés dans une sorte de victimisation dont on a vu un peu les dérives avec le CCIF et cette notion aussi d'islamophobie, c'est ça? Les extrémistes, de manière générale, cherchent toujours à se victimiser. Les islamistes, leur fonds de commerce, c'est de victimiser la communauté musulmane de France. Vous n'êtes pas aimé, vous ne serez jamais de vrais Français. Donc il y a cette sorte de victimisation et toutes les associations de l'époque de défense des musulmans allaient dans ce registre. Parce qu'en réalité, je vais prendre, excusez-moi, je vais faire des gestes, vous avez la communauté nationale et vous avez la composante musulmane de France. Tant que cette composante est extraite de la communauté nationale, ça fait plaisir aux islamistes et c'est là où ils ont à la fois des adhésions fortes de gens qui sont complètement perdus. Aujourd'hui, il y a des jeunes, je le reconnais, dans les banlieues qui sont dans une quête d'identité totale. Ils ne savent plus ce qu'ils sont. Parce que les islamistes leur disent « Ne t'inquiète pas, les Français ne t'accepteront jamais comme citoyen à part entière. » Il l'entend. Il est au chômage, il a une fratrie qui pose problème parce qu'on le dit souvent que ces banlieues qui sont complètement aujourd'hui oubliées de la République, la ghettoisation, font que ces gens-là qui sont dans l'échec en permanence, on leur dit « parce que tu es musulman, parce que tu es maghrébin, parce que... » Donc, à partir de ce moment-là, remarquez à chaque fois, on considère qu'il y a une victimisation systématique de la composante musulmane de France. Moi, je dis, et j'ai le courage de le dire, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a bien évidemment des mosquées qui font l'objet d'attaques, des graffitis. Jusqu'à présent, et heureusement, j'allais dire, excusez-moi un mot en islam, mais
Je ne vous le dis pas pour ne pas vous faire peur, mais heureusement qu'il n'y a pas d'acte aujourd'hui. Et là, franchement, je considère que les Français sont extrêmement calmes lorsqu'on voit Samuel Paty est assassiné, c'est un enseignant. La basilique de Nice est attaquée, il y a 3 personnes qui sont mortes, dont un sacristain, que des policiers sont attaqués et tués. Vous imaginez, mais c'est normal. Alors après, on vous dit oui, mais les musulmans sont victimes. Non, ils vivent normalement. Moi, je dirais mieux, les musulmans de France sont très heureux de vivre en France. Ça rappelle un peu, il y a peut-être un siècle et demi, ce qu'ont dit les Juifs. Un Juif est heureux de vivre en France. Ben moi, j'affirme aujourd'hui que le musulman est heureux de vivre en France. Il faut simplement arrêter ces clichés et faire en sorte que oui, il faut combattre ensemble, de manière très ferme, les islamistes. Parce que les islamistes, tout à l'heure, le Premier ministre l'a dit, mais beaucoup de personnes ont répété cela, l'islamisme, ce n'est pas la continuation d'une religion. C'est une idéologie politique. Je veux prendre le pouvoir pour vous imposer mes idées. C'est ça l'islamiste. Alors que moi, musulman, je veux vivre normalement mon islam en tant que citoyen, dans la cité, sans toucher à l'autre, sans toucher à la liberté de l'autre, sans m'imposer. Je vous donne un dernier exemple. Pour moi, le musulman qui a envie de se rapprocher de son Créateur, en priant, je vous ai dit, 5 prières par jour qui sont obligatoires. S'il prie 15 fois par jour, c'est son problème. S'il jeûne 5 jours par semaine au lieu d'1 mois par an, c'est son problème. Moi, je le protégerai parce que c'est ça mon rôle de recteur de la Grande Mosquée de Paris. À partir du moment où ce fidèle sort de ce lien avec son Créateur et va commencer à vouloir instiller un certain nombre de comportements dans la société dans laquelle il vit, ne pas serrer la main à une femme, dire qu'il y a un complot juif, etc. Là, il y a un problème, il faut l'arrêter, parce qu'il est dans la radicalisation. Justement, qu'est-ce qui va se passer pour ces associations qui n'ont pas ratifié la charte? Et est-ce qu'on peut dire que d'une part, il y a les musulmans maghrébins qui sont républicains et d'autre part les Turcs qui seraient en dehors de la République? Et est-ce que c'est aujourd'hui la communauté turque qui est la plus dangereuse pour la République française? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a un vrai problème lorsqu'on ne signe pas la charte des principes pour un islam de France. Moi, la charte, je l'ai sortie pratiquement, je l'ai imprimée en 400 exemplaires. Je l'ai envoyée à tous les ambassadeurs européens ici accrédités à Paris et je leur ai dit, questionnez vos musulmans. S'ils ne signent pas la charte, c'est qu'il y a un problème. Parce que la charte, comme je vous le disais, non seulement il y a des principes républicains, mais il y a également des éléments religieux. Je suis peut-être, en tant que recteur, mais il y a d'autres religieux, c'est les religieux musulmans qui doivent véritablement entrer dans la pratique rituelle, parce qu'on a inséré dans la pratique rituelle musulmane des préceptes qui ne sont pas du tout musulmans. J'ai donné un exemple, c'est l'alliance et le désaveu qui est prévu dans la charte. L'alliance et le désaveu, c'est un principe de théologie qui a été complètement détourné de sa réalité. Donc, voilà le travail que nous devons faire, nous, en tant que religieux, c'est d'abord attirer l'attention de la société sur les éventuelles dérives. C'est à nous de le faire parce que nous connaissons la pratique religieuse. Je ne peux pas dire celui-là, il est à bannir. Non, moi, mon rôle est d'essayer de montrer, de faire du véritable contre-discours, d'expliquer ce qu'est la réalité de l'islam, et puis essayer de montrer, de pointer du doigt ce qui ne va pas. Aujourd'hui, vous avez des jeunes, il faut le savoir, il y a des jeunes musulmans qui ne connaissent pas un mot en arabe et qui sont attirés par des prédicateurs qui se trouvent notamment en Arabie Saoudite. Et c'est terrible ce que nous vivons. C'est terrible parce que ces prédicateurs leur enseignent la haine de la France, leur enseignent la détestation de tout ce qui est mode occidental. C'est ça qu'il faut combattre. Et est-ce qu'il est suffisant d'avoir une approche un peu policière de la situation? Est-ce que, par exemple, de fermer des mosquées dont on sait très bien qu'au bout de 6 mois, elles vont pouvoir être réouvertes? Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la fermeture de la mosquée d'Alonne? Non, moi, ce que je pense, mon rôle n'est pas d'être dans un rôle policier. Moi, je suis dans un rôle où je dois aller au contact, dans les mosquées. Après, il y a non seulement un travail de policier, mais au-delà. Moi, je pense que toute la société est concernée par cette problématique. Il faut aujourd'hui que
Lorsqu'on dit que, attendez, il y a un candidat qui s'est exprimé récemment en disant que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Donc moi, je ne peux pas parler avec lui. Ça veut dire qu'il fait une essentialisation de tout ce qui est, je dirais, de culture arabo-musulmane. Parce qu'il y a, dans notre communauté, il y a des gens qui ne croient pas, qui ne sont pas pratiquants. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens? À partir du moment où je m'appelle Mohamed, je suis automatiquement classé dans la culture arabo-musulmane. Alors que je suis citoyen français. Moi, je connais des personnes qui s'appellent Mohamed, qui sont athées, agnostiques, et qui ne croient en rien. Donc, enfin, qui croient en rien, en tout cas, qui ne croient pas en Allah. Donc, ces gens-là, il faut arrêter également de les essentialiser. Aujourd'hui, il faut s'occuper de ceux qui, effectivement, vont à la mosquée, comme le catholique qui va à l'église, le juif qui va à la synagogue. Il faut qu'on arrête d'essentialiser, je dirais, une communauté pour dire que celle-là, il faut la jeter. Oui, mais il y a donc un travail peut-être de retravail. Ah bon, d'accord, il faut qu'on aille très vite. Alors, il faut quand même que je vous pose une question, parce qu'elle a soulevé beaucoup d'encre. Vous avez été rejoint par les musulmans de France, et vous avez eu des mots très durs pour vous démarquer et dire tout le mal que vous pensiez de l'islamisme et de l'idéologie des frères musulmans. Alors, comment expliquez-vous que vous avez été vous-même à Château-Chinon, que vous parlez avec Monsieur Lasfar, et que vous êtes allé à Château-Chinon, dont le dernier qui avait reçu Monsieur Karadawi. Et on sait que Monsieur Karadawi, à longueur d'émissions, proposait qu'on batte les femmes, proposait qu'on jette les homosexuels par la fenêtre et qu'on tue les juifs. Alors, comment expliquer ça? Alors écoutez, on est dans un temps statique, et vous avez raison. L'UOIF, telle qu'elle a été organisée, a effectivement reçu ce genre de personnage. Encore une fois, il faut que vous compreniez le rôle dans lequel je suis. La charte des principes pour un islam de France a été soumise à toutes les fédérations. Musulmans de France ont signé cette charte devant le président de la République. Quelle est à moi ma légitimité pour contester cela? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas leur faire de procès d'intention. D'accord? Maintenant, pour que vous le sachiez tous, il y a aujourd'hui 2 centres de formation d'imams. Il y a celui qui est à la Grande Mosquée de Paris, l'Institut Al-Razali, vous avez l'Institut Château-Chinon. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, si cette organisation commet des infractions, elle doit être poursuivie et doit être aujourd'hui dissoute comme le CCIF et Baraka City. Vous êtes d'accord? Moi, aujourd'hui, j'ai été à Château-Chinon. J'aurais pu le cacher. J'ai pris des photos, etc. J'ai été pour montrer aux musulmans de France que je suis venu jusqu'à eux. Je veux voir leur programme. Je veux parler avec leurs enseignants. Je veux effectivement toucher du doigt, parce que c'est ma responsabilité en tant que recteur de la Grande. Je n'ai pas le droit de leur tourner le dos. Je tourne le dos à ceux qui sont interdits. Je tourne le dos à ceux qui sont bannis par l'État. Moi, je n'ai pas cette prétention. Moi, je vais aller, et peut-être que je suis le plus compétent pour aller voir ce qu'effectivement ils ont comme type d'enseignement. J'ai donné un exemple. Je suis rentré dans la bibliothèque et j'ai trouvé dans la bibliothèque à Château-Chinon les plus grands traités d'Averroès. Excusez-moi, mais Averroès est considéré comme, je dirais, le symbole même du rationalisme et de l'islam. Mais vous avez vu aussi les livres de Karadawi ou pas? Non, pas du tout. Alors peut-être qu'ils avaient expurgé les livres avant que vous arriviez. On dit que j'ai été naïf. Peu importe. Je vous dis, on a écrit sur moi dans le Figaro avec une condescendance. Soit je suis naïf, soit je suis un grand joueur. Je suis ni l'un ni l'autre. Bien sûr, c'est votre façon d'être. Vous avez raison. En plus, vous êtes masqué. Vous pouvez dire ce que vous voulez. J'en ai rien à faire, vous savez, monsieur. Si, enfin, vous ou quelqu'un d'autre. Moi, je suis un républicain, d'accord? Je l'ai montré et j'ai toute ma vie combattu contre l'islamisme, d'accord? Quand j'ai accepté d'être recteur de la Grande Mosquée de Paris, je crois que ce n'est pas une sinécure. Monsieur, vous n'êtes pas en accusation ici, si, j'entends des voix par-ci, par-là. Bon, donc, écoutez, je ne suis pas naïf. Je sais que c'est difficile de parler avec les islamistes.
D'accord? Moi, je ne suis pas un islamiste, je le répète, je le dis, je le déclare. Bien sûr, on D'accord. n'a jamais pensé que... Et moi, je suis dans l'obligation, parce que l'État doit assumer ses responsabilités. L'État doit assumer ses responsabilités. Si c'est une organisation qui pose problème, il faut la dissoudre. Moi, je ne peux pas leur faire de procès d'intention. Il y a des personnes qui disent que nous sommes dans un pays de droit, il y a la liberté d'expression. Moi, maintenant, comme je l'ai dit dans mon article sur le Figaro, je l'ai écrit la semaine dernière, donc vous pouvez le lire, aujourd'hui, je sais que musulmans de France vont être scrutés à la loupe. D'accord? Ce n'est pas à moi de décider. Si on voit qu'ils... Moi, bien évidemment, si leur programme pédagogique va à l'encontre de mes principes, je n'aurai aucune alliance avec eux. Je veux voir, il y a des imams ici dans la salle que j'ai chargés, parce que c'est eux qui sont les sachants, qui vont aller les voir, qui vont étudier leur programme et qui vont travailler sur ces programmes pour voir s'il y a possibilité ou pas. Et s'il n'y a pas possibilité, à ce moment-là que l'opinion publique se lève, et là je suis d'accord à assumer mes responsabilités. Merci.